Chez nous, on parle de tout, mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This episode is brought to you by Tic Tac. Summer tastes like Tic Tac. Tantalize your taste buds this sunny season with citrus adventure and orange. Two everyday flavors that bring summer in every. Tic Tac Citrus Adventure is a yummy, vibrant medley of lemon, lime, and mandarin. And Tic Tac Orange is the perfect mix of tangy and sweet. Visit us at Tic Tac USA on social to refresh your summer with Tic Tac. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelé par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Vous l'aviez réclamé à corps et à cri, la voici, la voilà, c'est Fiona Schmidt qui est aujourd'hui sur le podcast. Fiona Schmidt est journaliste et autrice. Elle a notamment écrit « Comment ne pas devenir une marâtre », guide féministe de la famille recomposée. Et évidemment, last but not least, elle est belle-mère de non pas une, non pas deux, mais de 3 filles depuis 14 ans, qui ont aujourd'hui entre 33 ans et 20 ans. Sacré éventail d'âge donc. Mais Fiona est aussi, attention ça ne s'arrête pas là, belle mamie, et oui, de 2 petits-enfants qui ont 4 ans et quelques mois. Alors, ça fait quoi de devenir belle-mère d'un coup, bam, de 3 filles, alors qu'on ne voulait soi-même pas avoir d'enfants et qu'on n'a aucune expérience des enfants? Comment trouver sa place de belle-mère quand on n'a aucun modèle autour de soi et aucune représentation positive de la belle maternité? Doit-on aimer ses beaux enfants? Et on en fait quoi des archétypes sexistes que se coltine la belle-mère? Pourquoi on n'attend pas du tout la même chose d'un beau-père et d'une belle-mère? Et c'est comment quand nos beaux enfants ont, à leur tour, des enfants? Avec Fiona, on a discuté de tout ça et bien plus encore et c'était évidemment passionnant. J'espère que vous kifferez autant cet épisode que j'ai aimé notre échange avec Fiona. Installez-vous confortablement et savourez. Merci encore Fiona pour la confiance. Bonne écoute!
Salut Fiona, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Ça fait super longtemps que j'avais envie de t'avoir sur le podcast. T'étais réclamée par les auditrices, donc J'ai merci. l'impression d'être Céline Dion. Mais ouais, mais attends, mais quasiment, c'est clair. Donc merci beaucoup d'avoir pu dégager du temps dans ton emploi du temps. Est-ce que pour commencer, tu peux nous présenter ta famille recomposée et nous dire ce que tu fais dans la vie, parce que tu fais pas mal de trucs. Par quoi je commence? Ma famille recomposée ou ce que je fais dans la vie? Comme tu veux, écoute. Alors, je vais commencer par moi, mon sujet préféré. Je suis autrice, j'écris des essais engagés, je suis militante féministe et dans une vie antérieure, j'étais journaliste. Et j'ai 42 ans, bientôt 43, dans 2 mois, TikTok. Et depuis presque 14 ans maintenant, je suis avec un homme qui est beaucoup plus âgé que moi, qui a plus de 15 ans de plus que moi. Enfin, 15 ans et quelques. Je suis à compter les mois, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être l'avancée en âge, je ne sais pas. Ouais. Ou je retourne en enfance, va savoir. Bref, il a 15 ans de plus que moi et ça va faire 14 ans en février qu'on est ensemble. Et il a toujours, évidemment, heureusement, 3 filles qui ont respectivement 33 ans, 29 et 20 ans. Elles ont des grosses différences d'âge. Ouais. Et je suis également belle mamie de 2 petites pépites humaines qui ont 4 ans et quelques mois. Mais ça, c'est génial. Exactement. La grande pépite humaine qui s'appelle Elena, et elle s'appelle Elena, c'est une fille. Et donc pour la première fois de ma vie, j'expérimente la grande ou la belle maternité avec un petit garçon, puisque le deuxième, mon beau petit-fils, mon beau petit-fils est un garçon. Voilà, c'est la première fois que j'ai un petit mec dans la famille recomposée. Premier garçon dans la famille, quoi. Il est tout petit, il a quelques mois, il a 4 mois, donc il est vraiment tout neuf. Ce qui est intéressant aussi, c'est un bébé, donc il est pas encore, il est pas très interactif. C'est un bébé, donc je pense qu'il y a pas beaucoup de différence de comportement entre un. Enfin, moi, j'ai pas en tout cas de grosses différences de comportement vis-à-vis d'un bébé garçon ou vis-à-vis d'un bébé fille. Après, je me demande vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse à titre anthropologique et évidemment féministe. Est-ce que je vais marquer une différence entre un petit garçon et donc ma belle petite fille? Je ne sais pas. On verra. J'espère que non. Ouais, non, mais c'est intéressant comme question. Mais malheureusement, c'est la société, et tu le sais bien, qui va en marquer des différences. Enfin, moi, j'ai 2 garçons. Mais on intègre beaucoup de choses, tu vois. Je ne vis pas. J'ai beau être déconstruite, plus déconstruite qu'une tarte au citron dans un resto bistronomique. J'ai moi-même plein de paradoxes et plein d'ambivalences. Et donc, je me demande. J'ai vraiment hâte de savoir quelle sera ma relation avec ce petit garçon, quoi. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. J'ai pas beaucoup d'expérience, en fait, des enfants. J'ai pas beaucoup d'expérience des enfants. Moi, la seule expérience des enfants que j'ai, c'est ma belle-fille, la dernière que j'ai connue quand elle avait 7 ans. Donc, parce que du coup, elles avaient quel âge, les 3 filles, quand tu les as connues? Quand j'ai rencontré leur père, elles avaient respectivement 7 ans, 15 ans et 21 ans. Donc, j'avais un large panel de problématiques à gérer. Mais c'est ça qui est génial et que tu vas nous raconter, ouais. Et je précise que moi-même, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant, donc je n'ai pas d'enfant. Ouais, ok. J'aurais pu le dire avant, pardon, tout sortirait... Non, mais attends, on va prendre le temps. Tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Évidemment que c'est des questions que j'avais prévu de te poser, même si moi je sais déjà. Mais ouais, tu vas avoir le temps de nous développer tout ça. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que t'es aussi des petits beaux enfants. Je sais pas trop comment on dit. Bah oui, c'est tellement déjà belle-mère. C'est un statut qui est tellement peu connu. Il y a tellement peu de contours, quoi. Même que ce soit juridique, social, etc. Mais même intrafamilial, que il y a même pas de mots pour ça. Donc c'est vraiment Mais oui, les beaux petits enfants, quoi. Mais voilà. Mais du coup, ouais, c'est hyper intéressant parce qu'évidemment, c'est la première fois que j'ai une belle-mère du coup qui a déjà des beaux petits-enfants. Et justement, j'ai interviewé Yasmine Ougli et qui parlait de ça et qui se demandait en fait si justement elle allait enfin trouver sa place, tu vois, parce qu'elle se pose plein de questions évidemment sur sa place de belle-mère aujourd'hui avec ses beaux enfants. Et elle disait, j'espère en fait que l'étape où j'aurai vraiment ma place, ça sera quand je serai la grand-mère en fait de leurs enfants. Et elle se posait plein de questions autour de ça et du coup je trouve hyper intéressant. Toi tu vas pouvoir nous apporter l'expérience. Eh bien oui, parce que c'est effectivement c'est hyper intéressant ce que j'ai à dire. Très modestement, la fille d'éclat, c'est très intéressant ce que j'ai. Non mais parce que le fait que la naissance de ma belle petite fille
outre le fait que je l'aime énormément parce c'est une enfant très attachante, qui est très drôle, que j'adore. Enfin, c'est un bijou quoi de petite fille. Ça a changé aussi pas mal mon rapport à sa mère, donc à ma belle-fille, à la première belle-fille, et c'est très agréable. Ouais, mais j'ai trop envie que tu nous racontes ça, ouais. Est-ce qu'on va pas un peu vite et est-ce qu'on reprend un peu chronologiquement l'histoire? Non, mais ça, c'est toi qui prends les rênes, hein. Il faut absolument me cadrer parce que sinon j'ai l'énergie d'un jeune labrador dans un champ le premier jour de la chasse. Donc vraiment, il faut me cadrer, sinon je vais partout en reniflant la truffe au vent. Vraiment. Non, mais c'est ça qui est génial. Le podcast permet ça, donc c'est trop cool. Mais du coup, oui, si on repart juste un peu en arrière, pas mal en arrière, puisque tu as une petite expérience de couple là, mais est-ce que tu peux nous dire comment vous vous êtes rencontrés avec ton mec, si tu as su rapidement qu'il avait 3 filles, tu vois un peu le début de l'histoire et comment tu te positionnes là-dedans au début de votre histoire? Il est avocat et on s'est rencontrés dans le cadre d'un problème de travail que moi j'avais. Puis ça a matché et mon problème professionnel s'est résolu. Et l'histoire a commencé très très vite entre nous. Et j'ai su très vite effectivement qu'il avait des filles dans la mesure où il y avait un énorme portrait d'elle trois dans son cabinet. Donc bon. Il y avait peu de place à l'ambiguïté. Et par ailleurs, la famille occupe une place centrale j'allais dire, enfin, dans son identité, en fait, dans son identité d'homme, dans son identité d'individu. Donc ces filles sont extrêmement importantes pour lui, ce qui est quelque chose, parmi les choses qui sont très séduisantes chez lui, c'est qu'il est très, il s'investit dans tout ce qu'il fait affectivement, voilà. Puis il avait 2 filles sur 3 en garde alternée à l'époque. Donc elles vivaient chez lui une semaine sur 2, et vraiment une semaine sur 2, enfin c'est un père investi, voilà. Il y en a de plus en plus, mais paraît-il. Bon, j'ai un peu des doutes vu les statistiques que je consulte hélas quotidiennement, mais Bah, disons qu'on partait tellement loin qu'on peut dire qu'il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui. c'est ça. Donc il y en a quand même de plus en plus aujourd'hui, et lui c'est vraiment un père. Enfin, il y a vraiment une parité, disons, dans la garde des enfants. Il y a depuis toujours. Et donc, comme notre histoire a démarré très vite, il était difficile pour lui, j'imagine, de faire l'impasse sur le fait qu'il avait des enfants parce que il y avait plein d'indices chez lui. Hein, donc voilà. Donc je l'ai su tout de suite, et je ne dirais pas que ça n'a pas été un problème puisque à l'époque j'avais 29 ans. Et puis aucune envie d'avoir des enfants, alors que lui avait déjà le souhait de continuer à en faire. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, mais c'est un père né. Ok. Enfin, je veux dire, c'est un natural born father, vraiment. Mais parce qu'il avait une conception du couple assez traditionnelle. C'est-à-dire que pour lui, le couple n'est pas comme pour la majorité, l'écrasante majorité des Français et des gens dans le monde, le couple n'est pas une fin en soi. C'est pas concevable qu'on puisse être une famille à deux. Et donc pour lui, le couple, c'est une étape vers la famille qui est l'aboutissement de l'amour et un gage de bonheur personnel, individuel, collectif, familial, quoi. Enfin, voilà, il ne concevait pas qu'on puisse s'aimer sans faire des enfants. Donc c'est ça qui moi m'a posé des problèmes assez rapidement, parce que je savais que ça allait être en dehors de ma relation avec ces filles, je savais que ça allait être un problème. Et par rapport à cette belle maternité et au fait qu'il ait 3 filles, toi tu te dis quoi au départ? Trop cool, c'est vraiment le truc qui ne m'a jamais traversé l'esprit, vraiment. D'autant plus que j'ai rencontré les filles très tôt, ça s'était très bien passé, hein. J'avais commencé par dîner avec lui, bien sûr, et l'aînée, qui s'appelle Salomé. Le dîner s'était très bien passé, mais elle était adulte déjà, elle avait 21 ans, elle était indépendante, elle avait son propre appartement, enfin bon, voilà. Et puis c'est pas la même relation du tout d'être belle-mère, enfin d'une personne de 21 ans quand on a 29, ça n'a pas de sens, quoi. Enfin bon, c'est pas à ce niveau-là que se situe la relation, quoi. C'est-à-dire que déjà je ne me situais pas en tant que mère, belle ou pas, de qui que ce soit, mais encore moins d'une personne qui a 8 ans de moins que moi, quoi. Enfin ça, bon. Et puis ensuite j'ai rencontré les deux, enfin la cadette et puis la troisième, la petite, Mila. Et donc Mila c'est la plus jeune, et Anna la deuxième. Et ça s'est très très bien passé avec Mila et pas du tout bien avec Anna. Okay. Donc disons que, et comme je suis une personne hyper anxieuse, enfin je souffre d'un trouble anxieux généralisé, entre autres.
Disons que c'était assez difficile à processer pour moi. Enfin, ça quelque chose qui m'a plutôt, fait me rouler en boule, derrière le canapé que d'aller vers elle. Enfin, c'est quelque chose qui m'a vraiment bloquée. Mmh. C'était très difficile à gérer alors que bizarrement, alors que j'avais très peur que les relations, ne se passent pas bien avec la plus petite parce que, comme je te l'ai dit, je n'ai pas d'expérience des Mmh. enfants. Je enfin, on j'ai pas il y avait pas d'enfants, autour de moi, enfin mes amis n'avaient pas d'enfants, j'ai jamais fait de babysitting, j'ai pas de petits cousins, enfin donc j'avais pas d'expérience d'enfant donc je savais pas comment, Mmh. avoir une relation avec un enfant. C'était quelque chose qui était complètement inconnu pour moi et en fait ça s'est fait très spontanément et c'était très agréable et c'est, un rôle enfin je spoil un petit peu la Mmh. suite de la conversation, mais c'est un rôle dans lequel je me suis beaucoup, découverte et épanouie. Ouais, bah, trop bien. Mais ça a été très compliqué à gérer avec l'ado au début, vraiment. Tu sais aujourd'hui expliquer pourquoi ça a été, plus compliqué avec elle? Est-ce que c'est justement parce qu'elle était, ado et Bah, que c'est un peu, enfin, disons que ça fait partie des explications évidemment. Après, on est des individus avant d'être aussi, mmh, des archétypes sociaux donc c'était quelque ch enfin, c'est difficile de répondre, à sa place, mais effectivement, bah, ses parents étaient séparés depuis, bon, plusieurs mois quand même, mais c'était quelque chose qui peut-être, l'a continué de la perturber. À ce moment-là et puis je sais pas, c'est peut-être aussi une question d'entente quoi, de mmh, feeling entre 2 personnes. Enfin, c'est ce que je disais avant d'être des rôles sociaux, on est quand même des individus et en fait, on se retrouve tout d'un coup, propulsés. Moi, j'ai pas choisi d'être belle-mère, elle a pas choisi d'avoir une belle-mère et on se retrouve avec cette projection, fantasmatique de la famille Ricoré où, il faudrait absolument, être tous heureux et tous heureux ensemble, bah, ça n'a pas de sens en fait. mmh. Enfin, psychologiquement, ça n'a pas de sens. L'amour entre une belle-mère et une belle-fille, ou un beau garçon, Un enfin, bel enfant, quoi. oui, un beau fils, pardon. J'ai tellement pas l'habitude que je sais même pas comment dire. Mais non, mais il y a tellement pas de vocabulaire en même temps, de toute façon. Voilà, c'est pas inconditionnel comme les liens intrafamiliaux dont on se dit, à tort à mon avis, Mmh, qu'ils sont inconditionnels parce que ils sont pas forcément, inconditionnels, mais mmh. ils le sont davantage en tout cas là, bah, on s'est pas choisi, peut-être que ma gueule lui revenait pas, j'en sais rien. Il y avait plein de choses qui faisaient que notre relation a été très compliquée et au début, pendant un peu longtemps, le rejet qu'elle manifestait vis-à-vis de moi me tétanisait et ne me poussait pas à faire, des efforts pour aller vers elle aussi. Donc c'est enfin, je suis responsable évidemment du fait que ça n'a pas marché pendant très longtemps entre nous. Alors que la plupart des belles-mères qui ont été, élevées, avec, justement avec, cette idée, que, bah, voilà la relation c'est à elle de faire des efforts parce que, l'harmonie d'une famille recomposée, bah, repose évidemment sur les seules épaules de la belle-mère, hein. C'est ce qu'on apprend, enfin en fait, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est le moment de le placer. Ouais, on l'a pas encore dit. Tu as écrit ce super bouquin «Comment ne pas devenir une marâtre», guide féministe de la famille recomposée. Et je l'ai écrit, je suis tellement modeste, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, quand je me suis présentée, mais effectivement, j'ai écrit ce livre 10 ans après le début, mon entrée en marâtrie, on va dire, Ouais. parce que j'aurais voulu le lire quand je suis entrée en marâtrie et qu'il y avait rien. Il y avait littéralement rien sur la famille recomposée et les seuls, rares bouquins qu'il y avait, en gros, c'était uniquement des conseils destinés à la belle-mère seule, comme si Mmh. elle était comme encore une fois, comme si elle était seule à être responsable de l'harmonie de la famille recomposée et que, surtout le père, puisque évidemment tous ces livres partent du principe que toutes les familles recomposées sont hétérosexuelles. Bon, il se trouve que je suis hétéro, mais enfin, toutes les familles recomposées ne le sont pas. Tous Mmh. ces guides étaient destinés uniquement aux belles-mères. Comme si donc les pères, qui sont en fait le rouage essentiel, hein, puisque c'est quand même eux qui sont le lien entre toutes les membres d'une famille recomposée, puisque c'est finalement le seul point commun qu'on a entre les enfants, quoi. Et la belle-mère, c'est le père qu'on aime les uns comme les autres. Donc c'est lui qui devrait être le rouage de tout ça. Or, on n'attend même pas. Enfin, c'est-à-dire, il y a des bouquins qui ont été écrits. Alors c'est marrant parce que c'est jamais écrit par des belles-mères, c'est souvent écrit par des psys, et cetera, ce qui conseille donc aux belles-mères, bah, en gros, de faire des efforts et de serrer les dents. Et ça fait et en fait, ça résonne avec le rôle qu'on attend d'une femme en général dans la vie, hein. Mmh.
faire des efforts et serrer les dents. Voilà. Et donc, c'est ça, cette injonction-là, elle est décuplée quand on est belle-mère. Faire des efforts, serrer les dents et travailler, enfin justement lire des bouquins, etc. Parce que ça c'est pareil, c'est la charge qui revient toujours à la femme, elle va lire des bouquins pour trouver des conseils, etc. Effectivement, progresser, engager souvent beaucoup d'argent aussi pour plaire aux enfants de son compagnon. Ça, c'est un autre sujet, mais dont on va parler aussi, ouais. qui est très important, surtout quand on sait les différences. Enfin, moi, j'ai une énorme différence de revenus avec mon conjoint. C'est le cas de la plupart des femmes, quoi. Enfin, la plupart des belles-mères. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas. Enfin, de toute façon, on n'aborde pas le sujet de la belle maternité, donc c'est plié. Mais ça, cet aspect-là financier, c'est-à-dire l'engagement financier, le coût de la belle maternité, pour les belles-mères, donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde jamais. Et donc, ça fait partie de ces efforts-là. Et moi, j'ai pas réussi à faire ces efforts-là. J'étais tétanisée par le rejet. C'est quelque chose qui m'a complètement dissuadée. Donc, évidemment, quand on est ado, enfin, je me mets à la place enfin, je me souviens de moi ado. Alors, j'ai pas eu de belle-mère, mais je me dis qu'effectivement, quand quelqu'un plutôt vous fuit qu'autre chose, bah, ça donne pas envie d'aller vers elle. Ouais, c'est clair. Mais toi, avant du coup d'entrer dans cette belle maternité, t'en avais quelle image justement? Parce que ce qu'on dit là, évidemment, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast, puisqu'il n'y a rien sur le sujet, ou alors les représentations qu'il y a de la famille recomposée, elles sont complètement biaisées. Et mon excellent livre, c'est dans toutes les librairies. Bien sûr, alors, non mais c'est ça, il y a ton livre, mais sinon, je veux dire, il n'y a pas de représentation, en fait, de la famille recomposée, de la belle maternité. Non, pas du tout. Puis en plus, il date de 2021, hein, donc... C'est ça. Donc toi, t'en avais quelle image quand tu deviens belle-mère? Bah, la même que toi, hein, la même que toi, j'imagine. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai été la seule représentation de la belle maternité, c'est Disney et les contes de Grimm, hein, donc où la belle-mère, c'est forcément la méchante et une personne horrible qui, en fait, la belle-mère, il y a deux archétypes sexistes, deux archétypes sexistes. C'est soit la vieille acariâtre méchante, radine, etc., soit la salope. Vénale, évidemment. Voilà. Alors moi, j'étais plutôt là-dedans, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, enfin, on a une grosse différence d'âge, bon. Donc, j'étais plutôt amenée à être cataloguée dans cette case-là. Mais dans tous les cas, les deux cases, la belle-mère, évidemment, méchante, maléfique, sournoise, manipulatrice, etc., etc., etc. Et il n'y a aucune représentation positive de la belle maternité, aucune. À l'époque, en tout cas. Il y avait vaguement un film que je cite dans le livre avec Julia Roberts et Suzanne Sarandon, où Julia Roberts est une belle-mère sympa, mais sans spoiler, enfin, je vais spoiler, pardon. Écoute, spoil, et puis les gens avanceront s'ils veulent pas être spoilés. Voilà, donc il faut que vous passez ce moment où je vais spoiler la fin, mais elle se retrouve, en fait, elle remplace le rôle de Suzanne Sarandon qui meurt à la fin. Ouais. Voilà. Donc elle est sympa parce qu'elle est amenée à occuper ce rôle de mère, quoi. Oui, c'est ça. Elle est plus en concurrence puisque... C'est la seule, puisque Suzanne Sarandon est malade dans le film. Et c'est la seule représentation, mais qui n'évite pas le cliché et le stéréotype. Parce que là encore, c'est une belle-mère sacrificielle qui va s'occuper des enfants qu'elle n'a pas eus, etc., etc. Donc on est quand même dans un cliché, dans un archétype sexiste, alors positif certes, mais archétype quand même. Oui, et sans juste milieu, quoi. Cliché, ouais. Voilà. Et ton chéri, du coup, il jouait quel rôle? Et quand ça se passait justement pas très bien avec ta belle-fille, qu'est-ce que lui faisait? Est-ce que tu pouvais en parler avec lui? Quel rôle il jouait, lui, avec elle? Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que comme la plupart des pères ou des parents, j'en sais rien, mais des pères particulièrement peut-être, il avait du mal à concevoir que j'ai du mal, moi, à avoir des relations avec des personnes avec qui il avait des merveilleuses relations et qui étaient, puisqu'elles sont, la chair de sa chair, des êtres merveilleux. Donc s'il y avait un conflit, c'était forcément ma faute, ou ma responsabilité, ou à moi de faire des efforts. Et c'est un homme qui a beau être déconstruit et féministe, etc., quand on arrive sur le terrain personnel et familial, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il est très peu intervenu. J'ai dû trouver des solutions moi-même, avec mes propres ressources, etc. Alors, pas que intellectuelles, hein, mais aussi affectives. Mon militantisme féministe m'a beaucoup aidée à trouver ma propre place, mais je peux pas dire qu'il m'ait beaucoup aidée, très sincèrement.
C'est moi qui ai pris beaucoup de recul par rapport au rôle que la société attend des belles-mères et j'ai pris beaucoup de recul aussi par rapport à ce que moi-même, du coup, à cause de ce rôle à cause de cette injonction qui est partout, j'attendais de moi-même et le fait que je me considère comme un échec ambulant parce que j'arrivais pas à lier une relation avec la cadette, tu vois? Mais je peux pas dire qu'il ait eu un rôle, non, malheureusement, hein, non, mais les mecs, ils ont quand même beaucoup de mal à admettre que leurs filles peuvent avoir des comportements problématiques aussi, et puis à jouer le rôle de rouage, quoi, de communication. Enfin voilà, mon mec, c'est un mec qui est quand même assez traditionnel de ce point de vue-là, donc l'expression des sentiments, la gestion des émotions, c'est pas trop son délire, quoi. Donc Ouais, comme beaucoup, ouais. comme beaucoup, quoi. Enfin, ils ont pas été éduqués comme ça. Donc, il a été éduqué par des parents qui étaient très distants, très froids. Donc, bon, c'est pas évident pour lui non plus, quoi. Ça revient de loin, tu vois. Donc, Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Et aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu aurais attendu de lui et qu'est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire justement pour que ça fonctionne mieux, plus vite? Je pense qu'on aurait dû avoir une conversation sur le rôle que je souhaitais tenir auprès de ces filles, sachant qu'en plus, il y avait une problématique qui s'ajoutait, c'est qu'elles avaient des âges très différents. Donc, tu n'as pas des relations, évidemment, tu n'as pas les mêmes relations avec une petite fille qu'avec une ado ou une adulte. Ouais, Enfin, c'est des rôles. Quand je parle de rôle, en fait, j'aurais mieux fait de parler de 3 rôles différents. Non, mais c'est vrai que c'est fou. Toi, t'avais vraiment une enfant, une ado, une adulte, quoi. T'avais vraiment les 3. Il manquait juste le bébé et t'avais tout le panel, quoi. Ouais, j'ai eu le bingo, moi. J'ai eu le bingo de la belle maternité directe. Ding. J'ai crié bingo avant même de savoir que je jouais au bingo, tu vois. Ouais, c'est ça. Avant de décider que je jouais au bingo. C'était voilà. Mais ça aurait été important. Ça aurait été important qu'on parle, que je puisse m'exprimer sereinement, librement, ce que je n'ai jamais pu faire, au sujet de ce rôle que je souhaitais jouer. C'est-à-dire que, en fait, il partait du principe que, voilà, on était une famille recomposée, donc il fallait que je me comporte, enfin qu'il aurait été normal que je me comporte comme une belle-mère, tradie. Sauf que en réalité, on n'est pas obligé. Alors, c'est-à-dire que, évidemment, quand on entre dans une famille recomposée, il faut en accepter certaines dynamiques. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt ou prête à accepter que son mec aura toujours d'autres priorités plus importantes que nous, c'est mort, quoi. Enfin, on va se faire du mal jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à la fin de la relation, par exemple. Ça, je l'avais parfaitement intégré. Ok, ça, t'en avais conscience dès le départ. Ouais, mais donc ça, c'est pas, enfin, je veux dire, si on n'en a pas conscience, si on n'accepte pas que ces enfants sont plus importants que nous-mêmes, mais on va au-devant de grosses déceptions et de grosses frustrations et en fait c'est normal, c'est juste normal. Enfin moi j'estime en tout cas que c'est normal. Donc en fait j'aurais voulu avoir une discussion sur le thème de l'effort qu'il attendait que je fasse, mais qu'il n'attendait pas forcément que son ado fasse en retour. Alors que pour moi, alors évidemment, elle est ado, j'étais adulte, etc. Enfin ça, je le mesure parfaitement, mais néanmoins, c'est quand même une relation. Et j'aurais aimé qu'ils prennent en compte le fait que je me retrouve propulsée dans un cadre que je n'avais pas souhaité, c'est-à-dire que pour moi, la famille, pour lui, la famille est un refuge, c'est quelque chose qu'il aime, etc. Moi, pour des raisons personnelles, ma famille est une source d'angoisse permanente. Pour moi, on n'a vraiment pas la même notion de la famille, de ce que représente la famille. Et donc, j'aurais aimé qu'ils prennent plus ça en compte, plutôt que d'attendre uniquement des efforts de ma part. Et toi, t'es arrivé quand même à lui en parler de ça? Vous aviez des discussions, en tout cas tous les deux? Non, on a eu des discussions à ce sujet a posteriori, mais pendant le drama, non. Puis en plus, c'était à une époque où j'avais, je n'incrimine pas du tout Anna en l'occurrence, ou à l'époque, au début, hein.
Après, il y a eu des problématiques avec l'aînée, il y a eu des problématiques avec la plus petite. Enfin, c'est normal. Ça fait presque 14 ans qu'on est ensemble, donc voilà. Et puis shit happens, hein, comme on dit. Enfin, Oui, c'est la vie, voilà, enfin, bien ça sûr. aussi, faut quand même déconstruire. Voilà, il faut quand même déconstruire aussi le mythe de la famille recomposée Ricoré dont je parlais avant, et où tout va bien, toujours tout va bien, il y a pas de Bien problème sûr. entre les gens ils s'aiment, ils se disputent jamais, etc. Ça Non, mais n'existe pas, quoi. même dans la famille pas recomposée, c'est le cas. Exactement, Enfin, donc a fortiori dans la famille recomposée où les gens, encore une exactement. fois, ne se sont pas choisis, bon, voilà, donc c'est tout à fait normal. Et c'était très compliqué d'en parler. En plus, moi, il fallait que je gère beaucoup de problématiques personnelles à l'époque, donc c'était très difficile aussi, alors que j'avais du mal à vivre à l'intérieur de moi-même, en ma propre compagnie. C'était très difficile d'investir le peu d'énergie que j'avais psychologique, mentale, à gérer mes relations avec ses enfants. Enfin, c'était juste, c'était très compliqué. Ou quand c'était pas spontané comme ça l'a été avec la petite, c'était très compliqué de mettre de l'effort, et alors que j'étais en souffrance psy, donc c'était compliqué, quoi. Et puis c'était peut-être compliqué aussi pour moi de trouver exactement les mots pour lui expliquer. Alors qu'il a été très soutenant. Enfin, à titre individuel, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, enfin, il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup, à titre individuel. Mais au sein de la relation, dans la belle famille, ça a été compliqué. Mais tu vois, c'est ce que je me disais, c'est que même si t'avais posé cette question, en fait, je sais même pas si toi, sur le moment, tu savais exactement, tu vois, quelle limite tu voulais donner à ce rôle, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est hyper évolutif, et en fait, je trouve que c'est compliqué de se positionner. Est-ce que toi-même, t'aurais su, en fait, à l'époque, dire exactement comment tu voulais jouer ce rôle-là, jusqu'où tu voulais aller? Non, bien sûr que non. Mais en fait, je pense que je n'aurais pas eu cette conversation parce que je suis absolument persuadée que j'aurais pas eu cette conversation parce que j'aurais pas pensé qu'il fallait l'avoir, en fait. Je pensais, comme tout le monde, que ça devait couler de source. Et en fait, c'est mon militantisme féministe qui m'a fait me rendre compte que cette conversation doit avoir lieu. Mais au début, j'avais aucune idée. Non, j'avais aucune idée de l'importance de cette conversation au sein d'une famille recomposée, ou en tout cas au sein du couple, parce qu'on n'a pas besoin évidemment enfin, tout dépend de l'âge des enfants, bien sûr, mais on n'a pas besoin d'impliquer forcément les enfants. Et au bout de combien de temps vous emménagez ensemble? Alors moi, j'ai voulu garder mon indépendance, mais ça faisait partie, ça fait partie de la conception du couple, c'est-à-dire que je voulais pas me marier, je voulais pas avoir d'enfants. Au début, je voulais pas qu'on vive ensemble. Je suis très indépendante comme femme. Enfin, à divers égards, je corresponds pas aux archétypes de la féminité du tout, à plein d'égards vraiment. Et puis, au bout d'un moment, il a quand même fallu que je fasse des compromis. Enfin, lui, il en a fait, c'est normal. Dans un couple ou dans n'importe quelle relation, il faut faire quand même des compromis. Et donc, au bout d'un moment, on a fini par habiter ensemble au bout de 2 ans. Ok. Toi, tu te serais bien vu, même aujourd'hui, à la rigueur, vivre chacun de votre côté. Ah, mais j'adorais ça. Mais moi, j'adore être seule. Donc ça aussi, c'est pas du tout dans les canons de la féminité. Moi, j'adore être seule. J'ai pas peur d'être seule. Je suis quelqu'un de très sociable, parce que on peut pas être militant sans aimer profondément la nature humaine et les gens, quoi. Donc et puis les côtoyer, évidemment, parce que c'est leurs histoires, et le fait de parler avec eux qui moi m'enrichit profondément. Mais j'ai besoin d'être seule, donc mais vraiment, c'est un besoin viscéral. C'est pas seulement un désir ou un goût. C'est un besoin. Donc et ça aussi, c'était très compliqué à concevoir pour l'ensemble de ma belle famille, que ce soit mon mec et mes belles filles, qui sont pareils à ce niveau-là, et à plein de niveaux d'ailleurs. C'est des gens qui vivent en groupe tout le temps. Donc ils ont une grosse famille, ils aiment beaucoup se réunir, etc., etc. Et donc mon besoin de solitude, parfois j'avais besoin de m'extraire de l'agitation de la famille, du groupe, tout simplement. Et ça, ça aussi, c'est assez difficile d'être marginalisé, d'être au sein de sa propre famille recomposée par ce qu'on est. Moi, je suis une personne, je pense, atypique. J'ai une féminité atypique. Enfin, bon, évidemment, je suis privilégiée à quasiment tous les égards, hein, vraiment. Voilà, bon, je suis hétéro, je suis intégrée socialement, etc. Enfin, bref. Mais néanmoins, encore une fois, je corresponds pas, je coche pas toutes les cases du bingo de la bonne féminité, hein. Bon, je faisais un peu figure d'ovni au sein de cette famille
dont les codes sont assez tradis. Donc ça aussi, c'était difficile. Et tu jouais quel rôle justement, tu vois, auprès notamment de la plus petite qui avait 7 ans? Est-ce que tu t'es investie, alors pour l'instant pas encore financièrement, enfin on peut en parler aussi là, mais est-ce que tu t'occupais de faire les trajets pour elle, pour l'école, pour le sport, etc. Ou Ah oui. justement tu étais dans un truc, voilà, comment tu avais placé ton curseur? Et tu sais, il y a des belles-mères qui se positionnent justement plutôt en disant, alors moi je garde que le côté loisir, ou il y en a qui vont vraiment s'investir, faire les devoirs. J'ai pas fait un cahier des charges, j'ai pas réfléchi en ces termes-là en fait. Quand on a mais même quand on vivait beaucoup l'un chez l'autre, même quand on n'habitait pas ensemble, j'étais beaucoup là quand même quand les filles étaient là. Et puis la petite Mila, en fait, elle m'aimait beaucoup, donc je l'aimais beaucoup. C'est un petit être adorable. Enfin, elle était vraiment à titre. Enfin, c'est pas parce que, enfin, les enfants, encore une fois, ne sont pas des pandas, donc enfin, même les pandas ne sont pas interchangeables. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tous une personnalité qui est très différente. Donc, si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être que je l'aurais pas aimé autant. Mais Mila, j'avais envie de passer du temps avec elle. Donc ça s'est fait très naturellement. Pour moi, je voyais pas ça comme une corvée, quoi. Je l'emmenais pas à l'école. Enfin si, je l'emmenais à l'école. Je l'emmenais à l'école en scooter parce que il se trouve que j'ai pas mon permis de conduire. Enfin, j'avais pas mon permis de conduire à l'époque. Entre-temps, je l'ai eu. Mais si, je l'emmenais à l'école en scooter. Je faisais des courses pour elle. On passait des week-ends ensemble quand j'avais encore mon appart. J'adorais ça. Enfin, pour moi, c'était pas des corvées du tout. C'était pas des tâches. C'était quelque chose que je faisais parce que j'avais envie de le faire et qu'elle avait envie de le faire et qu'on passait des super moments ensemble. Donc, je me suis investie, mais en tant que, je sais pas, je me voyais pas. Pour moi, vraiment, comme je me situe pas dans la maternité. Pour moi, la maternité, c'est quelque chose que je n'ai jamais conçu pour moi-même. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui ne m'est pas naturel. Donc, je me voyais pas comme une belle-mère, mais plus comme je sais pas, une marraine, Une tante, une personne adulte référente. Ouais, okay. Pas une sœur non plus, pas du tout. Mais voilà, une personne adulte, pas une amie, parce que c'est pas cette relation qu'on avait là, mais ouais, comme une espèce de marraine adulte, quoi. Et dans ton bouquin, tu dis que si la famille recomposée était une sandale, la marâtre serait le caillou à l'intérieur, que personne n'a envie d'avoir un caillou dans sa sandale, évidemment, mais que personne n'a non plus envie d'être ce caillou. Est-ce que tu peux nous développer cette idée? Parce que là, quand je t'entends en parler, j'ai plutôt l'impression que, même si tu as eu des difficultés avec la seconde, tu trouvais quand même du plaisir, toi, dans ce rôle-là. Mais oui, mais parce que la vie est pleine de nuances, voilà, et la vie n'est pas binaire, contrairement à ce qu'on pense beaucoup. Donc mon rôle de belle-mère, et ma vie en tant que belle-mère, c'était ni noir ni blanc, c'était gris. Et il y avait plusieurs nuances de gris en fonction des jours, et voilà. Enfin, c'est tout. Enfin, c'est la vie, quoi, en fait. Exactement comme j'imagine la maternité ou la famille non recomposée, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, il faut arrêter aussi de fantasmer le rôle de la mère, surtout comme pavé de diamants tous les jours, quoi. C'est pas la fête tous les jours, c'est pas, voilà. Bon, moi, mon rôle de belle-mère, c'était pareil. Et ce qu'on a beaucoup dit aussi dans ce podcast, c'est que justement, t'as totalement raison dans ce que tu viens de dire, mais c'est que, en fait, la société ou les autres acceptent qu'en tant que mère, tu puisses, tu vois, dire, aujourd'hui, j'en ai marre, mon enfant a mal dormi, c'est relou, ou il a été pénible aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose qui est accepté en tant que mère. Ça se libère un peu ces dernières années, mais tu vois, quand tu discutes entre mères, tu peux quand même dire que ton enfant a été pénible aujourd'hui, ou que, voilà. Ah oui, quand tu discutes entre mère, oui, d'accord. Et par contre, quand tu parles de ton bel enfant et que tu là prends ta casquette de belle-mère, c'est pas du tout acceptable. Ah mais pas du tout, mais parce qu'il n'y a pas de légitimité dans ce rôle, donc forcément tu n'as pas donc tes critiques éventuelles n'ont pas de légitimité puisque toi-même tu n'as pas de légitimité. Donc c'est logique en réalité, et que en plus tu n'as pas de place reconnue vraiment. Donc là encore, puis il n'y a pas d'empathie vis-à-vis des belles-mères, aucune. Personne n'a d'empathie pour les belles-mères. C'est-à-dire que tu as toutes les emmerdes de la mère, enfin la plupart des belles-mères, hein. La plupart des belles-mères ont toutes les injonctions, supportent toutes les injonctions et souvent toutes les tâches de la maternité, mais n'en ont pas je trouve pas mon mot, mais la reconnaissance. Reconnaissance, exactement, la reconnaissance. Mais pourquoi, tu vois, et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça change, en fait? Ah, le patriarcat. Non mais voilà, oui, non mais ouais. Oui, mais en fait, oui, bien sûr, parce que là encore, il faudrait parler du rôle des beaux-pères. On n'attend pas du tout la même chose, de la même manière qu'on n'attend pas du tout la même chose de la part d'un père et de la part d'une mère, en termes d'investissement dans la vie familiale et auprès des enfants. C'est-à-dire qu'un mec qui leur fait un plat de pâtes et qui permet d'aller
qui fait un plat de pâtes à ses enfants et qui permet, ce qui permet à sa compagne d'aller au cinéma un soir, donc sans les enfants, c'est un héros, Bien sûr. alors que l'inverse, c'est juste normal, quoi. On entend quand même encore, mais tellement, tellement, tellement de discours dans lesquels on remercie un père d'aider la mère à s'occuper de ses propres gosses. Enfin, c'est un délire quand même. Et on retrouve ça dans le rôle de beau-père. Donc la mère des enfants, avec qui je m'entends ultra bien, a refait sa vie aussi. Donc elle est avec un homme qui est lui-même père pour le coup de grands enfants. Et je pense, enfin on n'a jamais discuté ensemble, mais on n'attend pas. Ce serait intéressant d'avoir le regard des filles à ce sujet, mais on n'attend pas du tout la même chose d'un beau-père que d'une belle-mère. Pas du tout. Le beau-père, déjà, s'il est là et qu'il joue avec les enfants quand ils sont petits, c'est déjà génial, quoi. Oui, Mais il n'a pas la pression, il n'a pas la pression sociale, et puis il y a aucune représentation négative de la belle paternité. Il n'y a pas de parâtre. Le parâtre, ça n'existe pas. Comment j'explique ça ? Comment j'explique ça ? À cause des représentations. Enfin, les représentations sociales qui sont nourries de représentations culturelles, notamment. Enfin, voilà. On a des siècles et des siècles et des siècles et des siècles d'inégalités de genre dans la société, mais tout particulièrement au sein de la famille. Le rôle des parents dans un couple hétéro est ultra genré, ultra inégalitaire, donc il est logique que le schéma soit exactement le même dans une famille recomposée, et que donc les rôles de genre soient exactement les mêmes. Ouais, empire. Empire, puisque effectivement la maternité est valorisée. Enfin, c'est vraiment l'une des pierres d'achoppement, des pierres d'angulaire de la féminité. On dit encore qu'on n'est pas vraiment femme avant d'être mère, donc ce qui fait de moi un bulot perpétuel. Donc la maternité, elle est valorisée, évidemment, mais la belle maternité, pas du tout. Donc elle subit à la fois les injonctions faites aux mères sans les gratifications. Et tu parlais de la maman des filles aussi, et je trouve que c'est intéressant parce que pareil, on parle de représentation, et évidemment il y a cette représentation bien tenace que la chérie actuelle et l'ex doivent évidemment se détester ou se détestent. Ah bah évidemment, la rivalité féminine. Et puis alors, en plus, ça c'est vraiment un archétype de la rivalité féminine. Quand il y a un homme autour duquel il y a une relation amoureuse qui a été ou qui est en jeu, tu vois. Quand il y a un homme autour qui est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment, c'est l'archétype total, quoi. C'est-à-dire que c'est forcément, elles ne peuvent que se détester, d'autant plus que, alors non seulement elles se battent, en tout cas symboliquement, pour l'amour du même homme, hein. Donc ça, c'est quand même la figure classique dans tous les films, toute la littérature depuis l'Antiquité, quoi. Donc voilà. Et puis en plus, il y a quand même la notion d'illégitimité qui colle à la peau de la belle-mère, quoi. Donc il y a la légitime versus l'illégitime, tu vois. Donc il y a tout, le terrain est fertile justement pour faire pousser la rivalité, surtout que effectivement on vit toutes surtout avec ces représentations-là qui ne facilitent pas effectivement les bonnes relations au sein de cette configuration, en fait. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, du coup, parce que je me suis toujours très bien entendue avec la mère des filles, qui a toujours été hyper cool, hyper soutenante. Enfin, je l'adore, elle est géniale. Donc, merci Emmanuel, si tu m'écoutes, d'être aussi géniale. Oui, on va boire des cafés ensemble. Enfin, ça se passe très bien. Elle a toujours été. Quand j'ai eu des problèmes avec les filles, j'ai pu lui en parler. Elle a jamais pris Enfin, c'est une meuf en or, quoi. Mais je trouve ça super, tu vois, d'entendre ça, parce qu'en fait, pour moi, c'est pareil, c'est exactement ce que tu dis, c'est que c'est une histoire de représentation, et le fait qu'en fait, on ne représente pas qu'il peut y avoir une entente comme ça, oui, c'est difficile du coup à imaginer et à proposer. Moi, je suis sûre que s'il y avait plus de belles-mères qui entendaient ça, mais voilà, non, mais je suis sûre que là, en entendant ça, t'as des belles-mères, enfin, tu vois, qui vont oser peut-être envoyer un petit SMS et dire, au fait, on pourrait se rencontrer, machin, mais quand tu n'as jamais entendu que ça peut se passer comme ça, mais t'as peut-être même pas l'idée de le faire, en fait. Bien donc, sûr, voilà, bien c'est sûr. ça que je trouve génial. Et comment vous avez mis en place cette relation, tu vois? Est-ce que c'est toi qui lui as envoyé un petit message un jour? Est-ce que, j'imagine que comme d'hab, c'est peut-être pas passé par ton mec, enfin, je sais pas. En fait, ça s'est fait hyper spontanément, parce que ils avaient une bande. Mon mec et donc son ex avaient une bande d'amis
c'est des gens de clan, hein, c'est des gens qui aiment vivre en meute, entre amis, enfin voilà. Et donc il était évidemment pas question qu'ils renoncent à leurs amis, donc ils se sont USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for this day. J'imagine qu'on a dû se rencontrer lors d'une soirée entre amis, quoi. Et en fait, mon mec et elle ont eu l'intelligence ils ont réussi leur séparation. On parle beaucoup de réussir leur union, mais c'est important aussi de réussir encore plus peut-être quand on a des enfants, de réussir et ils ont parfaitement réussi leur séparation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grief, il n'y a pas eu de rancœur, il n'y a pas eu de ils ont été clean l'un et l'autre. Bon, ils sont arrivés au bout d'une relation qui a duré très longtemps. Ils s'étaient rencontrés, ils avaient 20 ans, ils étaient tout jeunes. Bon, ils se sont séparés, ils avaient 43, 44. Bon, ils avaient juste évolué, ils avaient pris des chemins différents. Et puis ça arrive, c'est la vie, et ça n'a pas besoin d'être un drame en fait. Et ils n'en ont pas fait un drame. Et donc je pense que là aussi, de la qualité de la relation entre les ex dépend beaucoup la qualité de la relation entre une mère et la belle-mère. Et entre une belle-mère et les beaux-enfants. Et les beaux-enfants. Enfin, je pense que ça a un impact, évidemment. Ouais. Évidemment, ça a un impact. C'est clair. Je pense que complètement la manière dont les parents se séparent a un impact énorme sur la suite pour la famille recomposée. Oui. Ouais, c'est clair. Et ça, malheureusement, en tant que belle-mère, c'est pareil. Ce qu'on dit souvent ici, tu prends un paquet, mais tu sais pas. En fait, c'est pas que les beaux enfants. Tu prends tout un petit paquet et tu sais pas. L'histoire, les blessures de chacun, comment s'est passée la séparation. Et en fait, ça joue vachement sur ton histoire, toi, après, de famille recomposée. Et sur le sujet de l'argent, on l'a un petit peu évoqué. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment tu t'es positionnée? Si t'es ok d'en parler évidemment, mais comment tu t'es positionnée justement toi en tant que belle-mère? Est-ce que c'est des choses que vous avez justement posées avec ton mec ou pas du tout? On m'en a rien posé avec mon mec. Ouais. Non, et enfin en plus on n'a pas de conjoint, vraiment c'est un truc tout est fait un peu à la one again. Est-ce que c'est ce que tu conseilles ou est-ce que c'est ce que tu ne conseilles pas? Non, je ne conseille pas. Enfin, je pense qu'il faut établir ce genre de choses. Enfin, l'argent n'est pas un sujet dans notre couple, alors que c'est un sujet pour moi qui ne gagne pas beaucoup ma vie. Moi, mon niveau de vie a été depuis que je suis militante féministe, il en a pris un coup, hein. C'est pour ça que c'est marrant. Alors quand on me reproche mon business féministe, c'est vraiment pas lucratif, hein, les enfants, hein. Enfin bon, bref. Mais non, c'est moi, hein, c'est moi qui bloque à ce niveau-là. Enfin, comme à d'autres niveaux. Mais donc on a des grosses différences de revenus, effectivement. Alors c'était moins le cas quand on s'est rencontrés parce que je gagnais très bien ma vie. Dans un travail où j'étais très malheureuse, mais je gagnais très bien ma vie. Donc il y avait moins cette problématique, disons. Et en fait, on n'en a jamais vraiment parlé, effectivement. Mais est-ce que c'est pas normal aussi? Enfin, là encore, c'est un peu, c'est des individus avec qui je vis. Donc j'ai engagé des frais pour mes belles filles en termes de, je sais pas, de cadeaux. Alors il y a eu un moment, fun fact, c'est moi qui leur achetais leurs culottes à ces pauvres enfants. Elles étaient toutes mal culottées, c'était pas possible. Elles avaient des trous partout, des trucs comme ça, des machins comme ça, je sais pas. Bon, bref, notamment, mais il y avait plein de trucs. Enfin, et quand je voyais elles avaient besoin de choses, de goûter, de machin, j'y allais. Mais par exemple, sur des trucs du quotidien, tu vois, je sais pas, les courses, le loyer, enfin, je sais pas si vous êtes propriétaire ou pas. Les vacances, est-ce que vous faisiez du 50-50? Est-ce que lui payait pour 4 personnes et toi pour une, si vous étiez par exemple en voyage? Oui, c'était comme ça que ça se passe. Oui, on payait au prorata. C'est-à-dire que
que c'est quand même, enfin, je veux dire, encore une fois, il est féministe, donc il est pas question pour lui qu'on fasse moite-moite, quoi, alors qu'on n'a pas des les mêmes, on n'a pas des salaires, enfin, on n'est pas salarié, mais on n'a pas des revenus équivalents. Ça a toujours été équitable. Mais alors, est-ce que la répartition se faisait plutôt selon les revenus, justement, ou est-ce qu'il y avait une répartition aussi du fait que toi, ça n'était pas tes enfants? Bah, il a jamais été question que entre guillemets, que je paye pour ses filles. Enfin, c'est pour lui, il était évident. Enfin, alors vraiment, c'était quelque chose de complètement naturel, acquis. Que je n'avais pas à investir quoi que ce soit, qu'on fasse moite-moite, par exemple, alors qu'il avait 3 filles et que j'étais seule. Donc en fait, il a toujours tout payé pour ses filles. Enfin, c'était normal. Et puis après, bon, moi, j'achetais. Après, j'ai évidemment quand il était pas là ou même que la petite notamment qui a vécu vraiment longtemps avec nous, elle avait pas de goûter, ou que l'investissement s'arrêtait là, quoi. Et puis je le faisais parce que je l'aime bien et que j'allais faire les courses et que en fait cette question des thunes qui est fondamentale parce qu'elle peut appauvrir encore les belles-mères qui souffrent comme toutes les femmes finalement d'une inégalité de revenus. Donc si à l'inégalité de revenus tu ajoutes encore une injustice dans la répartition des charges financières, enfin, tu t'en sors pas, quoi. Il a jamais été question qu'on partage les frais pour ses filles. Enfin, pour lui, ça aurait été honteux. Mais ça devrait être logique pour tout le monde, y compris et en premier lieu pour les belles-mères. Elles n'ont pas à payer pour. Enfin, je veux dire, il faut quand même savoir que les beaux enfants alors, je parle pas de cadeaux ou de choses comme ça, mais dans le quotidien, les beaux enfants n'ont aucune obligation vis-à-vis des belles-mères, hein. Donc, c'est-à-dire que les thunes qu'elles investissent dans le quotidien, dans la vie familiale, elles n'auront pas de retour sur investissement au moment où elles auront besoin d'être, je sais pas, d'être soutenues financièrement pour X ou Y raison, parce qu'elles doivent, je sais pas, qu'elles sont malades, voilà. Enfin, c'est pas du tout les mêmes obligations pour les enfants vis-à-vis des parents que les beaux enfants vis-à-vis des beaux-parents, même quand bien même ces beaux-parents les ont soutenus, y compris financièrement, pendant leur vie, quoi. Et c'est important, c'est pas une question de radinerie, c'est une question d'équité. Et c'est une question c'est vraiment important de bien poser ça avec son partenaire, quoi. Et alors après, je parle pas effectivement de ce que je dis, hein, d'acheter des goûters de temps en temps ou d'acheter des culottes si votre belle-fille a un problème de culotte. Mais bon, ça, il s'agit du petit truc du quotidien et qu'on a envie de faire. Mais c'est en fait, je pense que le red flag, c'est à partir du moment où vous trouvez que c'est injuste. Si vous trouvez que c'est injuste, c'est que c'est injuste. Voilà. Et en fait, il faudrait pouvoir repérer le red flag de loin. Parce qu'en général, quand on est sous le red flag, c'est qu'on est déjà allé beaucoup, beaucoup trop loin. Parce qu'en plus, ça amène, ça engendre de la frustration, au-delà de ça, au-delà de l'injustice de financière que ça occasionne, ça engendre aussi de la frustration, donc de l'aigreur, de la rancœur, etc., et de la rancœur, donc c'est pas bon, quoi. Ouais, faites ce que vous avez envie de faire, en fait, et comme vous le sentez, quoi. Faites ce que vous avez envie de faire avec cette idée que la justice, le droit n'est pas juste vis-à-vis des belles-mères. Donc, ayez ça à l'esprit. Et voilà. Est-ce que toi, tu dirais que tu as trouvé ta place aujourd'hui de belle-mère, et est-ce que tu peux, je sais pas, nous expliquer un peu le cheminement, puisqu'on a surtout parlé des difficultés du départ, mais comment ça a cheminé petit à petit? Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que tu as ta place, et surtout, est-ce que tu peux aussi nous dire cette idée-là dont on a parlé un peu au début, de cette place de belle grand-mère? Oui, aujourd'hui, je dirais que j'ai trouvé ma place parce que j'ai arrêté de me prendre la tête avec cette place, justement. Et puis, ça fait presque 14 ans que les filles me pratiquent aussi, donc elles savent, elles reconnaissent plus aussi mes singularités, mes particularités, elles les respectent. Pour Mila, pour la dernière, ça a toujours été acquis, mais elle me connaît beaucoup mieux, je pense, que les deux autres. Ah oui, à partir du moment où j'ai arrêté de me dire que j'étais pas une bonne belle-mère, que c'était pas normal de pas avoir la même relation avec les trois, que c'était pas normal de ci et ça. À partir du moment où je me suis lâché la grappe et que j'ai renoncé à la compétition
avec leur beau-père. C'est-à-dire que je pense qu'elles s'entendent mieux avec leur beau-père qu'avec moi, et peu importe en fait. C'est parce que c'est pas une compétition. Ouais, d'accord, c'est intéressant ce que tu dis là. C'est vrai que j'ai pas trop abordé ce sujet. Toi, t'as pu te sentir au départ en compétition avec leur beau-père. Bien sûr, parce que parce que les rôles faisaient que, Ouais. et que effectivement, je voyais que ça se passait, enfin, que c'était fluide, en tout cas avec les deux aînés. Et puis moi, je voyais que je galérais avec elle, donc ou que j'étais moins proche, et puis que donc je m'en voulais d'être moins proche d'elle. Et puis ensuite, à partir du moment où je me suis dit que d'abord, tu n'étais pas obligé d'avoir les mêmes relations avec tous tes beaux-enfants, parce que ce sont encore une fois des individus et pas des pandas qui, encore une fois, ont eux-mêmes un caractère différent, hein. Donc c'est pas des objets inanimés, c'est des gens. On n'a pas les mêmes relations avec, même au sein d'une famille, on n'a pas les mêmes relations avec tous ces enfants. Donc ça, il faut quand même l'accepter, et c'est normal. Tout va bien, quoi, en fait. Et puis c'est pas une performance, en fait. À partir du moment où j'ai accepté que la famille recomposée, c'était pas une performance, qu'on n'avait pas l'obligation d'être ultra joyeux, de se voir tout le temps, et qu'il y avait eu des moments où je pouvais aussi me retirer de ce rôle-là, où j'avais pas envie de participer à tous les trucs, c'était OK, en fait. Tout ça, c'est OK. J'ai trouvé ma place à partir du moment où j'ai accepté aussi beaucoup plus d'être qui je suis, et j'ai cessé d'en avoir honte, des caractéristiques qui font de moi ce que je suis. C'est-à-dire une personne, effectivement, un peu atypique, voilà, je suis militante, elles le sont pas. Enfin, il y a des trucs, je suis très engagée en politique, elles non. Enfin, si, ça, j'ai contaminé la petite. Ah! This episode is brought to you by eBay. We all have that piece. The one that's so you, you've basically become known for it. And if you don't yet, fashionistas, you'll find it on eBay. That Miu Miu red leather bomber, the Custo Barcelona cowboy top, or that Patagonia fleece in the 2017 colorway. All these finds are all on eBay, along with millions of more main character pieces backed by authenticity guarantee. eBay is the place for pre-loved and vintage fashion. eBay, things people love. Some things work better together, like NARS's Soft Matte Complete Concealer and Radiant Creamy Concealer. Soft Matte Complete Concealer erases and blurs imperfections with full coverage. Then, Radiant Creamy Concealer evens and brightens with a luxurious texture and radiant finish. 2 concealers, 1 flawless look. Perfect for a no-foundation base. NARS, better together. Visit Ulta to shop now. Ouais, je voulais te demander justement, parce que t'as quand même 3 filles, donc ton féminisme, etc. T'as réussi à leur transmettre un peu des choses? Oui. Ah oui, la petite Mila, enfin elle est grande maintenant, elle a 20 ans, mais c'est une bonne gaucho. Et t'as réussi sur le féminisme à leur transmettre des choses quand même? Mila, oui. Mila est très investie politiquement, elle est très consciente des enjeux sociaux, etc. Et c'est quelque chose qui me plaît aujourd'hui. C'est dans notre relation qui a évolué, puisque c'est une adulte maintenant, elle a 20 ans, c'est une grande fille. C'est une jeune femme, plutôt. Pas une grande fille, mais une jeune femme. On en discute, et ça fait partie des bons côtés de la belle maternité, qui font partie j'imagine, des bons côtés de la maternité. C'est que ta relation avec tes beaux-enfants évolue, parce que juste ce sont des individus qui évoluent, et toi-même tu évolues en tant qu'adulte. Et c'est agréable. C'est agréable aussi de voir que les relations, même les relations qui ne se passent pas bien au début, peuvent évoluer et faire un truc sympa. Tu vois, aujourd'hui, j'ai une relation sympa avec Anna, et c'est cool. On n'est pas proches, mais... Mais trop cool, et hyper encourageant que tu dises ça, ouais, pour les belles-mères, pour qui ça se passerait peut-être pas très bien aujourd'hui. Voilà, Ouais, c'est important de dire qu'une relation qui a voire très mal commencé peut bien continuer, ou peut bien évoluer, plus exactement, peut bien évoluer, et qu'elle n'a pas besoin, dans tous les cas, d'être dans un modèle de fusion qu'on voit partout en termes de famille. On peut aussi être content de se voir sans être proche particulièrement. Enfin, c'est OK, en fait. Il y a pas un modèle, il y a plusieurs. Il faut trouver aussi la bonne place en tant que belle-mère. C'est la place où tu te sens le mieux avec toi-même au sein de la famille recomposée. Et parle-nous de ton rôle de belle grand-mère. Comment t'as vécu, je sais pas, quand elle vous a annoncé, donc c'est la plus grande, c'est Salomé qui a Exactement, c'est la plus grande. Moi, j'ai vécu comme un trauma, hein. Enfin, j'avais 37 ans, donc au secours, quoi. Même à 37 ans, voilà. Mais oui, c'est parce que les membres de cette famille se reproduisent très tôt. Enfin, mon mec a été père à 23 ans, à peine. Ouais. Donc il était encore étudiant, enfin bon, bref. Et c'était un choix, hein, c'était un vrai choix éclairé, enfin il aurait pu même être père plus tôt, si ça n'avait tenu qu'à lui. Et Salomé était assez jeune aussi, enfin elle avait moins de 30 ans, donc à Paris c'est quand même assez jeune. Ouais. Donc il y a vraiment un tropisme de faire des enfants tôt, mais beaucoup.
enfin, elle en a que 2 hein, pour l'instant, mais je sais pas si elle en voudra d'autres d'ailleurs, peu importe. Mon rôle de belle-mamie, écoute, c'est un peu comme en fait, j'ai beaucoup appris de mon rôle de belle-mère. C'est-à-dire que je me suis pas vue comme une belle-mamie, c'est juste des enfants, de de ma belle-fille que j'ai appris à côtoyer, à apprécier et cetera et c'est des enfants qui sont super cool et c'est mignon les enfants donc en fait, j'ai des relations avec eux mais je me projette pas dans enfin je me dis pas que: «Ah tiens, je suis belle-mamie». C'est juste, je suis une adulte qui aime les enfants et donc qui s'occupe d'enfants, de gens que je côtoie depuis longtemps. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais en fait, cette étiquette belle-mamie, belle-maman et cetera, pour moi, ça n'a pas de sens beaucoup, en fait. En fait, ça a beaucoup plus de sens ou d'importance pour les gens, pour la société dans laquelle je gravite que pour moi, finalement. Enfin, je dis ça avec le recul, avec beaucoup de sagesse conférée par des années de pratique. Mais en réalité, c'est bon, être belle maman, ça devrait pas être un enjeu particulier, quoi. Non, mais complètement. Du coup, toi, c'est chouette parce que t'as l'air vraiment détaché justement de ces étiquettes-là, etc. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et je pense que t'as raison. Hein, c'est surtout la société d'ailleurs qui entraîne ça une fois de plus. Mais est-ce que tu es une grand-mère comme les autres? Oui, mais peu importe, parce que en fait, c'est normal qu'Elena considère sa mamie comme sa mamie. Enfin, c'est normal puisque je le suis pas. Donc, enfin, ça n'a aucune importance. Enfin, encore une fois, je sais pas. Mais je pense qu'il faut que les belles-mères l'entendent, quoi. Il y a pas à avoir de compétition avec la mère, puisque de fait, ça n'est pas le même rôle et ça n'a pas besoin d'être le même rôle et le même donc attachement des enfants vis-à-vis de la mère et vis-à-vis de la belle-mère. Donc vis-à-vis de la mamie et vis-à-vis de ça n'a aucune importance. Enfin, je pense que Elena m'appelle Fiona, puisque voilà. Puisque c'est ton prénom. Puisque c'est mon prénom, donc il n'était pas question qu'elle m'appelle belle mamie ou un truc horrible comme ça. Et puis oui, je m'occupe moins d'elle que sa grand-mère, donc elle fait des différences et c'est normal qu'elle en fasse. Enfin, il y a aucun problème avec ça. Ok, donc toi, t'es hyper ok avec ça et t'attendais pas forcément autre chose et comme tu dis, tu mets pas d'étiquette sur le truc et... Non, j'attends pas d'autre chose. Enfin, vraiment, enfin, je serais ravie évidemment qu'on ait une belle relation toutes les deux qui évolue, etc., etc. Mais si ça se fait pas, malheureusement, je ferai ce qu'il faut pour que ça se produise. Mais si ça se produit pas, je me flagellerai pas, quoi. Je me dirai pas que je suis qu'une merde parce que cet enfant ne veut pas me voir ou veut me voir moins que sa mamie ou enfin non. Ce que tu as pu peut-être faire au départ, tu disais quand ça se passait pas très bien, peut-être avec Anna, tu as pu un peu te flageller comme ça, c'est ce que tu disais. En fait, c'est... Ah mais grave, ah oui, mais je me disais que j'étais qu'une merde, bien sûr. Ah mais bien sûr, parce que pour moi, effectivement, parce que j'étais pas encore, encore une fois, le féminisme, plus je me suis radicalisée, plus je me suis sentie mieux au sein de ma propre vie et ma propre peau. Donc c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde. Soyez féministe. Soyez féministe. Non mais vraiment parce qu'on comprend plein de choses au niveau des mécanismes de sociaux, intrafamiliaux, etc., etc. Et ça aide à prendre du recul par rapport à toutes ces injonctions de rôle qu'on subit sans s'en rendre compte. Vraiment, moi je suis très détachée de tout ça et ça me permet de mieux vivre la réalité des relations en fait, sans me sentir, je sais pas, blessée, vexée. Oui, je suis assez détachée. Et puis ça me permet aussi de mieux vivre la relation avec mon mec. Bah, c'est super. Écoute, justement, j'allais te demander si tu avais des conseils à donner, tu vois, à des belles-mères qui démarreraient dans... Soyez féministes. Voilà, écoute, est-ce que tu en as d'autres ou c'est... Radicalisez-vous. Radicalisez-vous. Ouais, c'est tout ou d'autres? Non, j'en ai un autre. Lisez mon livre. Bah bien sûr, ça évidemment. Non mais moi je déteste ce genre de conseils, tu vois, de dire non mais ne vous mettez pas la pression. Oh bitch please. Oui, bah c'est ça parce que c'est facile à dire. La pression depuis que tu es né, donc tu vois, c'est vraiment une injonction contradictoire. À mon avis, c'est une violence qui ajoute à la violence. Oui, quoi. Ça ajoute une injonction aux injonctions quoi. Voilà, exactement. Donc non mais le conseil, enfin ce sont des vrais conseils, ceci dit. Devenez féministe, lisez mon livre, ce sont des vrais conseils. Et mais ce qui est important aussi, c'est d'engager un dialogue apaisé et libre et serein avec son conjoint. Ça, c'est très important. Sur le rôle qu'on souhaite jouer ou pas auprès des enfants, avec quand même à l'idée qu'on ne peut pas... Enfin,
c'est ce que j'avais esquissé au début de notre conversation. On ne peut pas se dire, quand on choisit de devenir belle-mère, qu'on ne peut pas avoir du tout de relation avec les enfants. C'est pas possible. C'est-à-dire que si on ne supporte pas les enfants ou on ne supporte pas qu'il ait des enfants, on ne devient pas belle-mère en fait. C'est-à-dire qu'on investit dans un autre, on passe son tour et on retourne sur Tinder. Mais on peut pas. C'est cruel pour les enfants. Enfin, c'est cruel pour lui. C'est cruel pour nous aussi de refuser le moindre contact avec les enfants. Donc on sera obligé d'avoir un rôle, une relation, quelle qu'elle soit, avec les enfants. Et c'est important de pouvoir déterminer, d'abord en soi-même, en son âme et conscience, quel rôle on souhaite jouer auprès des enfants, et ensuite de pouvoir en parler librement avec son conjoint. C'est très important. Ouais, j'ai envie de te poser quand même une dernière question sur l'amour. Je sais que t'en parles aussi dans ton bouquin et que tu dis qu'on n'est pas obligé d'aimer les enfants de la personne que l'on aime. Est-ce que tu peux nous développer un peu ça? Parce que je pense que pareil, ça peut être un discours un peu déculpabilisant et qui va dans le sens de ce que tu dis, de pas forcément se mettre d'étiquettes, d'injonctions. Est-ce que toi t'aimes tes belles-filles? Et qu'est-ce que tu penses de cet amour qu'on doit ou non aux beaux enfants? Je les aime. D'abord, je les aime différemment puisque ce sont des personnes différentes. Ça, on peut le dire aussi. C'est pas parce que ce sont mes belles-filles ce sont les enfants d'un homme que j'aime profondément que je dois les aimer de manière identique, avoir les mêmes relations, etc., etc. Enfin, ce sont des individus avant d'être mes belles-filles. Donc, j'ai plus ou moins d'affinité et c'est normal. Et il y a aucun souci avec ça. Et en fait, ce qu'on doit à ces beaux enfants, c'est avant tout le respect. Et on leur doit pas l'amour, on leur doit le respect. Mais ça, c'est absolument, c'est obligatoire, quoi. On ne peut pas faire l'impasse sur le respect qu'on leur doit et que eux, nos beaux enfants, nous doivent aussi. Mais on n'a pas l'obligation, non, on n'a pas l'obligation de s'apprécier, de se côtoyer au quotidien, etc., etc. Enfin, la courtoisie et le respect, c'est ça le. Et à partir du moment où on se lâche un peu aussi avec ça, je pense que ça va beaucoup mieux au sein de la relation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit non, mais je ne suis pas obligée d'aimer cette personne comme j'aime mes amis ou les membres de ma famille, ou pas tous les membres d'ailleurs, hein, parce que ça aussi, il y a des membres de ma famille que je n'aime pas du tout. Hein. Ça arrive. Il y a des connards partout. Mais tu vois, encore une fois, c'est plus entendable de dire ça que de le dire de ta belle famille. Tu vois, c'est ça qui est. Voilà, exactement. Donc oui, je les aime différemment. Et puis je n'éprouve plus de culpabilité de les aimer différemment. Et je n'attends pas d'elles qu'elles m'aiment comme elles aiment leur mère, ou comme elles aiment leurs amis, ou comme elles aiment les personnes qu'elles aiment profondément. Enfin, je n'attends. Encore une fois, elles me doivent le respect, et elles me doivent d'être courtoises, comme moi je leur dois exactement la même chose, mais pas plus. Et à partir du moment où on accepte ça, en fait, les relations inter-individuelles se passent beaucoup mieux, bizarrement. C'est-à-dire qu'on apprend, dès qu'on se lâche avec ça, avec cette injonction à aimer l'autre absolument, à aimer ses beaux enfants parce qu'on aime leur père, etc. Et en fait, souvent, ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe beaucoup mieux à partir du moment où il y a plus de... À partir du moment où on se dit plus, non, il faut que je l'aime, il faut que je l'aime, il faut que je l'aime. Bon, on arrive à plus l'apprécier. Écoute Fiona, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu vois des choses, toi, que tu as envie d'ajouter, dont on n'aurait pas parlé? Non, je pense qu'on a balayé un bon panel. C'est riche. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Il me semble aussi, ouais. C'est un discours hyper intéressant que tu portes, donc cool. Je suis hyper contente qu'on puisse le diffuser via le podcast, donc merci infiniment. Avec plaisir. Non, mais si j'avais un message vraiment à faire passer, c'est ça. Parce que la belle maternité, c'est un nid de culpabilité. De culpabilité en tant que femme, de culpabilité en tant que mère, de culpabilité. C'est vraiment, c'est un précipité à la fois, c'est un précipité de tous les clichés sexistes en vigueur au sein de la société, et donc aussi un précipité de toutes les injonctions qu'on supporte au quotidien. Et donc vraiment la déculpabilisation, c'est la clé. Ouais, merci beaucoup Fiona de passer ce message. Merci de m'avoir permis de le faire passer. Avec plaisir, à bientôt, bye bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je remercie encore infiniment Fiona d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le faire circuler autour de vous et à mettre 5 étoiles au podcast sur vos plateformes d'écoute.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast en cliquant sur le petit cœur là en haut et lui laisser un chouette avis sur Apple Podcast. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est vrai que ça prend 1 minute et que ça aide beaucoup le podcast. Alors merci si vous prenez le temps de le faire. Le podcast a maintenant aussi un compte Tipeee. Si vous souhaitez le soutenir, il suffit de donner un petit pourboire, 1 €, 2 €, 5 €. C'est génial et ça permettra de faire perdurer le podcast encore et encore. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode exceptionnel. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families!